Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale de dimanche en politique sur France 3 Bourgogne, ici en direct de la maison de la chasse et de la nature de Norges-la-Ville pour 1 heure de débat en direct et en public. Près d'un mois après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, on se questionne ce dimanche matin en direct. Chasseurs et agriculteurs sont-ils les nouveaux écolos? Dans un instant, je vous présenterai nos invités, mais nous ne serons pas seuls à nous questionner, à débattre dans cette émission. Il y a du monde près de nous, témoins, militants. Ils se sentent eux aussi concernés par ce débat et ils sont avec vous, Elsa Bezin. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Effectivement, ces grands témoins, ils vont pouvoir suivre les échanges, les débats devant un écran. Alors, qui sont-ils? Autour de moi, il y a des agriculteurs, des chasseurs, des associations de défense de l'environnement, mais aussi des militants politiques, des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être réunis dans un même lieu, des acteurs qu'on a voulu rassembler ici ce matin pour un grand débat citoyen en direct sur France 3. C'est une première. Alors, on va venir les voir, ces témoins, tout au long de l'émission régulièrement pour les faire réagir, pour leur donner la parole. Et Jean-Christophe, ils vont pouvoir à leur tour interpeller ou questionner les invités qui sont sur votre plateau. Merci Elsa, on vous retrouve dans un instant donc pour les premières réactions et prises de parole autour de vous. Et puis vous qui nous regardez, vous en avez l'habitude, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dimpol Bourgogne. Alors je vous présente nos invités. Didier Martin, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte d'Or, merci d'être avec nous. Olivier Muller, bonjour. Co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts en Côte d'Or. Merci également d'être là. Boris Obama, bonjour. Bonjour. Vous représentez la France Insoumise en Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Pascal Sécula, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Côte d'Or. Double merci d'être là et puis de nous accueillir ici dans cette maison de la chasse et de la nature. Fabrice Genin, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, secrétaire général de la FDSEA en Côte d'Or. La FDSEA, c'est la version départementale de la FNSEA, l'un des principaux syndicats d'agriculteurs. Merci à tous les 5 d'accepter ce débat en direct, en public, avec les interactions qu'on a évoquées. Un débat contradictoire, même s'il se veut bienveillant. Vous nous accueillez, Pascal Sécula, ici dans une maison qui s'appelle Maison de la chasse et de la nature. Dans l'intitulé, il y a nature. Est-ce que c'était aussi important pour vous que le mot chasse dans cette maison que vous avez créée, je le rappelle, il y a 2 ans? C'est important de le dire, c'est une forme de communication. La nature, les chasseurs la connaissent, la pratiquent depuis toujours. Mais effectivement, on ne nous connaît que sous la casquette chasseur ou chasse. Donc la vraie réorientation de la communication au niveau national de la chasse, c'est de parler de nature, de parler d'éducation à l'environnement. On a un projet énorme maintenant dans la 2e phase de construction, c'est de réaliser des travaux pour faire venir les écoles, les enfants donc scolarisés, faire découvrir ce qu'est la nature et le biotope présent en Côte d'Or. Dire que très prochainement ici il y aura une scénographie derrière nous avec la volonté d'accueillir des scolaires? Tout à fait, mais au-delà de l'intérieur et surtout à l'extérieur, il y aura plusieurs hectares aménagés, des sentiers pédagogiques, on va pouvoir découvrir la sylviculture, on va pouvoir découvrir des paysages agricoles, on va montrer aux enfants ce qu'est la Côte d'Or au niveau de la flore et pas seulement au niveau de la faune. Olivier Muller, que je vous ai invité il y a quelques jours à venir ici à la Maison de la Chasse et de la Nature, vous l'écologiste, quand vous entendez Pascal Sécula dire bah oui la nature, on a envie d'éduquer aussi à l'environnement, à la nature des jeunes scolaires, vous dites chapeau, allons-y, ou vous dites attention, bon? Je suis assez consterné finalement. Et je crois que M. Sécula a parlé de communication et on est effectivement dans la communication. Les chasseurs essayent de redorer un peu leur blason qui est dans l'opinion publique plutôt terni. Donc on est dans la communication. D'ailleurs, leur campagne publicitaire est complètement... Les chasseurs premiers écolos de France, voilà. On va en reparler. Chasseurs premiers écolos de France. C'est assez affligeant parce que le clip qu'on peut voir concernant cette campagne ne montre pas un seul fusil. On n'a pas une seule carabine. On a peut-être finalement... parce que c'est pas le tout de la vie des chasseurs, la carabine. Bah, c'est quand même essentiellement l'activité de la chasse. C'est quand même essentiellement tuer des animaux. On est quand même dans la chasse, il faut bien la définir. C'est tuer des animaux. On peut être pour ou contre, mais un clip qui ne montre pas un seul fusil, qui ne montre pas ce qu'est l'activité de la chasse, c'est quand même
une belle communication, mais c'est plutôt un clip de l'ENF. Est-ce que ça n'est pas aussi parce que vous avez finalement laissé un peu la place? Aujourd'hui, l'écologie politique est en panne, on y reviendra sans doute. Et finalement, il y a d'autres gens qui sont proches de la nature et qui disent ben oui, mais nous aussi, on peut être écologiste à notre façon, certes, mais on peut être écologiste. Alors, on n'a pas vraiment laissé la place, c'est simplement, on continue le combat au quotidien. Simplement, tout le monde veut se réclamer de l'économie aujourd'hui, parce que comme c'est une forte attente du public, c'est bon dans la communication de parler d'écologie. Votre langue a presque fourché, vous avez failli dire économie au lieu d'écologie. C'est peut-être une des difficultés. C'est peut-être une des difficultés qu'a connu y compris Nicolas Hulot. Pas du tout, justement. Alors j'ai une formation économique à la base, donc ça peut m'arriver de fourcher dans le sens de l'économie, mais l'écologie et l'économie ne sont pas du tout antinomiques, au contraire. Alors je vais redonner la parole à Pascal Sécula, parce qu'évidemment, ça fait des fois sourire, des fois ça agace un petit peu les militants écologistes. Cette campagne que vous avez lancée fin août, les chasseurs premiers écolos de France, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Pas du tout. Regardez, vous-même, vous m'avez donné le seul micro qui a un bandeau vert. C'est le hasard. C'est le hasard. Non, pas du tout. C'est naturel. Naturel. Non, je pouvais pas l'arrêter, celle-ci. On l'a pas donné à un monsieur qui représente. C'est bleu. Vous savez, le bleu, c'est aussi écolo. Hein. Il faut s'occuper de la mer, même si elle est un peu plus loin, et des cours d'eau, vous le savez. En tout cas, je suis bien content d'avoir le vert. Une chose est certaine, c'est que la communication que nous avons mis en place depuis le mois de fin août, début septembre, les chasseurs premiers écologistes de France faisaient, je dirais, état. On avait besoin de faire réagir la population par rapport à cela. Ça fait trop longtemps que nous sommes sur le terrain, encore une fois, 1 100 000 personnes, 70 000 associations locales en France de chasse, environ 2 par département. C'est 5 fois plus que les clubs de foot en France. Je regrette de vous dire ça. France Nature Environnement, c'est combien de personnes? C'est peut-être LPO, je crois que c'est 36 000 adhérents. Oui. Vous avez 450 associations au sein de France Nature Environnement. Vous pouvez peser donc, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour la nature? Qu'est-ce que l'on fait? 3 milliards d'euros par an d'actions pour la biodiversité. Donc chaque année, non subventionnée, financée par les seuls chasseurs, en réhabilitation de sites, aménagement de haies, reconstruction de chemins, zones humides complètement restaurées par les chasseurs. Ça, c'est du concret. C'est une étude qui l'a démontré. Donc 3 milliards d'euros, c'est pas du vent. Et en plus, c'est financé par les seuls chasseurs. Alors on va revenir aux autres choses que vous pouvez faire, et en tous les cas aussi à cette communication que vous lancez, mais on va aller rejoindre Elsa Bezin parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions, forcément. Le débat commence très fort, Elsa. Alors beaucoup de réactions, je sais pas, je peux vous dire qu'ici il y a des sourires. On va justement aller demander à quelqu'un, je m'approche de vous, je vous ai vu sourire, je suis désolée, c'est tombé sur vous. Oui. Qu'est-ce que ça évoque, ce que vous venez d'entendre là? Effectivement, il faudrait peut-être sortir de l'image d'Épinal. Hein. La chasse, c'est plusieurs formes. Il y a la chasse à courre, il y a la vénerie sous terre, il y a la chasse à la glu, il y a plein de pratiques, il y a le piégeage. Donc il faut arrêter il faut sortir de l'image d'Épinal du chasseur tout seul avec son petit fusil et son chien, que l'on peut tout à fait comprendre à la rigueur. Maintenant, la chasse est devenue une industrie de cette façon-là, qui gère la nature, qui fait des élevages de sangliers, qui fait de l'agrainage. Donc là, ça devient un pouvoir économique qui n'a plus rien à voir avec le chasseur d'origine, de même que le paysan d'origine qui a totalement disparu au bénéfice de l'exploitant agricole, maintenant qui ravage la planète, et on le voit tous les jours. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les chasseurs et les écologistes pourraient converger dans une certaine mesure pour protéger réellement la biodiversité. Vous faites partie, vous, d'une association de défense de l'environnement. Est-ce qu'on peut être chasseur et écolo, d'après vous? C'est possible, mais dans une très faible mesure. Et tout ce que je vois au quotidien, sur le terrain, parce que je suis également militant écolo, effectivement, des Amis de la Terre, et aussi scientifique, spécialiste des papillons, quand on voit sur le terrain, on ne voit pas du tout cette réalité. La nature ne cesse de se dégrader depuis 50 ans. Hein. Partout en France, partout en Europe, les haies sont ravagées, les sols sont bourrés d'herbicides, les sols sont appauvris, les zones humides disparaissent totalement vu les inondations à répétition. C'est une catastrophe et on ne va absolument pas dans le bon sens. Et Nicolas Hulot l'a bien dit, d'ailleurs en conflit avec Stéphane Travers, il n'était pas du tout dans la même convergence par rapport à l'avenir de l'environnement. Donc on prend un très mauvais chemin pour le moment. Merci beaucoup pour cette réaction. On avance, on est déjà sur la partie agriculture et je vois que l'agriculteur qui est à côté de moi va avoir envie de réagir, mais peut-être Pascal Sécula, le monsieur dit il y a différentes formes de chasse, on ne peut pas dire qu'elles se valent toutes et qu'elles sont toutes super écolo. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a des façons de chasser qui sont peut-être plus respectueuses de l'environnement et de la nature que d'autres?
Alors il existe de nombreux modes de chasse. Fédération des chasseurs, nationale, régionale, départementale, on défend tous les modes de chasse. Pourquoi ? Parce que c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre façon de vivre sur le terrain. Et on n'entend pas se la faire dicter par des gens qui vivent à Paris et qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'une chasse en pleine campagne ou en pleine forêt. Ça, c'est le les gens premier qui nous point. parlent aujourd'hui, Alors, ils savent ce que c'est la campagne. Ils ne vivent pas à Paris, ils vivent en Bourgogne. Je vais leur répondre. Déjà, ce monsieur que je ne connais pas et que je respecte totalement, dit malgré quelque chose d'erroné. La vénerie, c'est très marginal par rapport au reste. Il avait l'impression de donner l'image d'Épinal en disant qu'il y a peu de chasseurs qui chassent normalement. 95%, 98% des chasseurs ne pratiquent pas la vénerie. Mais je respecte la vénerie, je ne la pratique pas moi-même, mais en tout cas, on la défend, on la soutient. Ce qu'on a proposé, et j'ai eu la chance d'être à l'Élysée face au président de la République lorsqu'on a présenté la fameuse réunion. La fameuse réunion, ouais. Bien évidemment, on était attendu sur ce thème. On était attendu sur ce thème, et notamment les modes de chasse traditionnels, et on a proposé des améliorations, notamment pour que entre guillemets, toute la chaîne de la chasse, y compris jusqu'à la mise à mort, parce que, appelons un chat, il y a une mise à mort à la chasse, c'est une prédation, ça paraît incontournable, soit faite dans les meilleures conditions possibles et qu'on améliore, qu'il y ait une charte de qualité signée par tous les parties prenantes, effectivement, pour que certains abus, certaines dérives qui ont pu avoir lieu n'existent plus demain. Ça doit faire partie de l'évolution de la chasse de demain. On en est conscient, et donc cette charte a été clairement présentée au président de la République, au ministère concerné, et on va essayer de l'appliquer. Oui, parce que c'est votre contrepartie aux avantages que vous a octroyé Emmanuel Macron. Didier Martin, député La République En Marche, pourra nous en parler, puisque il y a une réduction du prix du permis de chasse. Il y a aussi une diversification des espèces chassables. Ça fait partie des deux avancées qu'ont obtenues les chasseurs dernièrement. Didier Martin, La République En Marche et Emmanuel Macron, nouveaux amis des chasseurs. Oui, des chasseurs et des écologistes. Parce que moi, je vois l'utilité de la chasse pour réguler une surpopulation animale qui cause des dégâts dans les exploitations agricoles, qui peut provoquer des accidents de la route, qui peut contaminer le bétail. On est ici en Côte d'Or, terre d'élevage et terre forestière. Il y a de la tuberculose bovine. On sait qu'il y a des transmissions du gibier aux bovins et qu'on est conduit parfois à abattre des troupeaux entiers. Donc moi je pense que les chasseurs, dans leur globalité, et je suis content de les saluer aujourd'hui, ils ont un rôle actif et important dans cette régulation de la vie animale dans les espaces naturels. Est-ce que c'est ça qui justifie les cadeaux d'Emmanuel Macron aux chasseurs ? Puisqu'on peut parler de cadeaux, la diminution par 2 du prix du permis de chasse et la diversification des espèces chassables, c'est quand même un avantage certain demandé par les chasseurs depuis longtemps. C'est surtout un dialogue qui est repris, qui était abandonné depuis longtemps par les anciens présidents de la République. Donc il y a aussi les espèces protégées, la tourterelle des bois, le grand tétras, etc. Donc il y a eu des avancées dans les deux sens. Et Nicolas Hulot, qui a pris une décision à partir d'un rendez-vous, mais on sait bien qu'il y avait d'autres questions qui étaient posées par Nicolas Hulot au moment où il a décidé de démissionner. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc moi j'ajouterais par rapport à la chasse, c'est que c'est aussi une attractivité des territoires ruraux qu'il faut mettre dans l'ensemble des atouts des territoires ruraux, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit par rapport à la vie en ruralité, et il faut prendre en compte cet aspect chasse, parmi d'autres. Ça peut être aussi le très haut débit, ça peut être les services publics de proximité, ça peut être les maisons de santé. C'est la vie en milieu rural qui doit être prise dans sa globalité, et je pense que les agriculteurs, les chasseurs, les écologistes ont tous un rôle à jouer. Alors vos opposants politiques ont envie de réagir, on va les faire réagir dans quelques instants, mais d'abord on va retourner vers Elsa Bezin, parce que ça réagit aussi beaucoup de votre côté, Elsa. Oui, je peux vous dire qu'ici, je vois des sourires, je vois même des noms de la tête. Je vous ai vu tout à l'heure. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Sophie Baudry. Vous êtes militante ? Oui, militante de la France Insoumise. Je vous ai vu réagir tout à l'heure quand M. Sécula a parlé. Qu'est-ce qui vous a fait réagir ? C'est d'avoir cette présentation effectivement un petit peu bucolique, hédoniste de la chasse. C'est vrai que les chasseurs dispersent beaucoup de plomb dans la nature. Effectivement, je me suis un petit peu renseignée sur le type de chasse pratiquée. On sait aussi qu'ils utilisent des balles qui dispersent des tas de petites billes de plomb partout, qui peuvent parfois retomber aussi sur les promeneurs, qui peuvent être des dangers publics. Donc c'est vrai que on peut dire qu'il y a certaines pratiques qui pourraient quand même être questionnées et remises en question. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer quand même, les chasseurs, dans nos campagnes, comme le disait Didier Martin il y a un instant ?
Alors peut-être effectivement en ayant des pratiques un petit peu plus cadrées et vertueuses, parce qu'effectivement on se rend compte que la majorité des animaux chassés ne sont pas des animaux sauvages, mais des animaux élevés pour la chasse. Il y a très peu effectivement d'animaux véritablement sauvages. Donc la question et l'argument de la régulation, à mon sens, ne tient pas. Merci beaucoup. On va continuer, on va se tourner. Tiens, je vais poser la question à un chasseur. Bonjour. Bonjour, Michel. Michel, vous chassez au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Moi, je voudrais réagir sur une réflexion du présentateur Jean-Christophe de Dimanche en politique, qui en début d'émission a interpellé les hommes politiques en disant l'écologie politique est en panne. Et je crois que c'est un constat auquel il faut se rendre aujourd'hui. Mais je crois que l'écologie tout entière, la biodiversité, la nature aurait à gagner justement à ce qu'on abandonne ce cloisonnement de l'écologie qui est repris de façon politique par certains partis, alors qu'elle est, à mon sens, beaucoup plus transversale. L'écologiste à côté de moi ce matin qui a dit qu'il y avait certainement moyen de dresser des passerelles, je pense, a parfaitement raison. C'est une façon intelligente de voir l'avenir, de se pencher sur la nature en quittant des partis politiques qui justement font perdre l'intérêt de la nature elle-même. Et donc je crois qu'il y a des passerelles à dresser, il y a des intérêts à retrouver entre les agriculteurs, les chasseurs et les écologistes qui redeviendront tous des personnes intéressées par la nature. Est-ce que vous avez une question pour les élus ? Oui, justement, mais certainement à l'intention des 3 députés qui sont présents, est-ce qu'il est nécessaire de se pencher justement sur la réflexion politique de savoir s'il ne faut pas dresser un système transversal pour parler de l'écologie enfin dans sa globalité? Merci beaucoup. Alors il y a un seul député, mais les autres le deviendront peut-être un jour, pourquoi pas, on leur souhaite en tous les cas, c'est un drôle de combat. En tous les cas, on va revenir évidemment à ces passerelles qu'on peut dresser. Peut-être d'un mot, une réponse sur la question des balles perdues. Vous dites que vous êtes écolo, que vous protégez la nature. Est-ce que là, ça fait partie des engagements que vous avez pris avec le gouvernement pour faire attention à tous ces détails-là, Pascal Sécula, vous? Alors déjà, premièrement, des balles perdues, on n'aime pas du tout, parce que la chasse est un sport, un loisir très encadré. Il y a de la formation systématiquement qui s'est réalisée sur ce site, et vous avez des textes réglementaires avec des vrais contrôles et de la vraie sécurité. Aujourd'hui, la chasse a progressé dans ce domaine-là. Il y a encore des accidents chaque année. Un accident, c'est un de trop. Je peux vous assurer que par rapport aux actions de chasse qui se sont multipliées compte tenu de l'augmentation des populations de sangliers et donc du nombre de tirs de coups de carabine par an, les accidents de chasse ont diminué x2, x3, x4. Donc, on est très encadré, et encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y a des balles perdues de lâcher dans la nature, c'est complètement faux. Alors, j'aimerais entendre Olivier Muller sur la question de l'écologie transversale, c'est-à-dire finalement, c'est pas votre propriété à vous, par exemple Europe Écologie Les Verts, et tout le monde pourrait contribuer. Est-ce que ce message qu'on entend aujourd'hui, dans ce débat citoyen, finalement, où chacun essaye de faire un pas vers l'autre, vous pouvez l'entendre en disant, c'est pas que notre fonds de commerce? Bien sûr, je veux juste revenir sur les balles perdues. Il y a encore une vingtaine de morts par an en moyenne, et ça n'a pas baissé, contrairement à ce que dit M. Sécula. Alors le terme balle perdue était mal employé par moi-même. C'est des balles perdues ou c'est d'autres accidents. Vous ne connaissez pas votre dossier? C'est 18, on a travaillé notre dossier, M. Sécula, avant de venir. C'est 18 en 2017. C'est faux. Vous avez ces 10 dernières années, les accidents de chasse ont été divisés par 2. Vous reprenez, bien sûr, si vous reprenez 18 à 20, effectivement, malheureusement, il y a 2 morts d'écart. Je vous le concède. Simplement, regardez l'évolution sur 10 ans. Il y a X fois plus de coups de carabine, c'est ce que je vous ai dit, qu'il n'y avait il y a 10 ans, du fait de l'augmentation des sangliers. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, ça génère X fois plus de coups de carabine, et vous avez 2 fois moins d'accidents mortels. C'est 2 fois de trop, c'est 10 fois de trop. Je suis d'accord avec vous. Sur ce point-là, vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas si on va revenir, mais cet aspect sécuritaire est quand même une inquiétude justement des citoyens. Enfin, il y a plusieurs usagers de la forêt, on en parlera peut-être. Ça donne quand même un sentiment d'insécurité. Même si effectivement, vous allez me dire, il y a moins de décès à la chasse que sur la route, planche à voile ou au ski ou à la route, mais ça n'empêche que c'est quand même déjà 20 morts de trop. Et c'est avec une arme. Sur l'écologie et le fait que tout le monde peut s'en saisir. Alors l'écologie politique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur ces mains tendues, vous avez entendu ce chasseur qui était il y a un instant avec Elsa Bezin, il dit on peut tous faire un pas, on peut tous s'occuper d'environnement, et on n'est pas que des vilains méchants. Est-ce que ça vous l'entendez? Tout à fait, je l'entends très bien. Et on doit tous travailler ensemble pour l'écologie, ça, il n'y a aucun doute.
Alors c'est pas justement sur cet aspect chasse. Il ne faut pas démissionner de son poste de ministre quand on est en face des chasseurs. Si on veut travailler ensemble avec les chasseurs. Alors ça, on en reparlera après, je pense, de la démission. Alors ça, oui, voilà, on va en parler après. Effectivement, c'est pas uniquement l'aspect chasse qui l'a fait démissionner, c'est tous les autres dossiers. On va dire que c'était un petit peu la goutte d'eau. Voilà. Mais juste pour revenir sur l'écologie politique, on veut effectivement travailler avec tous les acteurs. C'est indispensable. Vous avez dit, vous êtes nombreux en campagne à travailler. Vous inquiétez pas, on est aussi très nombreux à travailler sur ces dossiers-là. Simplement, c'est pas sur l'aspect finalement pour ou contre, comme un débat de corrida qu'on va s'en sortir, je pense. Parce que ça, c'est un débat passionnel et on va pas s'en sortir sur le territoire en parlant de ça. Il faut parler de biodiversité. Et je pense que c'est aussi ce que vous voulez faire finalement. Vous voulez nous dire que vous protégez la biodiversité, vous essayez de protéger certaines espèces. Bon, c'est pour pouvoir mieux les chasser, on est d'accord, mais vous essayez de protéger la biodiversité et on est là sur le même terrain. J'espère qu'on partage le même constat aujourd'hui. Et on n'a pas entendu beaucoup la FNSEA sur ce sujet, on l'entendra. On va lui donner la parole. Il faut effectivement protéger cette biodiversité. Et les chasseurs ne sont pas responsables à 100% de la disparition de la biodiversité. L'agriculture a une grande part dans cette responsabilité. Alors je vais donner la parole à Boris Obama pour la France Insoumise, même s'il y a une de vos collègues de la France Insoumise qui a parlé il y a un instant à côté d'Elsa Bezin, sur cette question de la transversalité de l'écologie qui n'appartient pas à quelqu'un en particulier. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il s'est découvert écolo sur le tard, il l'a reconnu lui-même il y a quelques années. Quel est votre point de vue ? Tout à fait, moi je suis pas forcément d'accord en disant que c'est la faillite de l'écologie politique. Moi je trouve qu'au contraire, en ce moment, les citoyens s'approprient vraiment cette question. Nous, à la France Insoumise, on a défendu des positions écologiques mordicus dès le début de la campagne. C'était même au cœur de notre projet social, économique, pour la création d'emplois, etc. Donc moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce constat. Ensuite, je voulais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Martin, notamment concernant la régulation de la chasse. C'est vraiment l'argument qu'on nous sort à chaque fois, sachant qu'on sait qu'en fait, il n'y a que 5% des animaux sauvages qui sont chassés. La plupart des animaux, en fait, c'est des animaux qu'on élève pour cette pratique-là. Autre chose, vous avez argumenté de créer de l'attractivité autour de la chasse. Moi, je pense que la France a quand même d'autres arguments à faire valoir pour pouvoir attirer des touristes, je sais pas, la gastronomie, le vin ou que sais-je, que de plutôt, par exemple, que de massacrer des animaux. Et l'autre point aussi, Monsieur Martin nous a dit que la République en marche était écologiste. Quand vous regardez notamment les différents votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, on a quelques raisons d'en douter, notamment par exemple sur le bien-être animal, où vous avez laissé autoriser la castration des porcelets à vif, où vous avez autorisé le fait de broyer des poussins vivants, où vous avez refusé qu'on mette des caméras dans les différents endroits d'élevage de bovins, etc., etc. Donc moi, si ça ne dérange pas la République en marche qu'un civil se déguise en policier, ne vous déguisez pas non plus en écologiste, parce qu'on sait tout le monde voit bien que le réel a lieu et que vous n'êtes pas écologiste. Alors Didier Martin, je vous invite à répondre, pas sur le glyphosate parce qu'on va y venir juste après, mais sur les autres sujets. Non, merci pour le déguisement. Chacun a le sien, chacun a ses postures politiques. Non, il y a une vraie prise de conscience des enjeux de l'écologie dans notre société. Simplement, la République en marche, elle connaît à la fois l'activité économique, le lapsus de notre collègue, elle connaît aussi l'activité de l'agriculture et elle veut emmener tout le monde vers le mieux. Et par conséquent, la loi est là pour prescrire, pour interdire, et puis il y a le travail qui est fait en amont avec les professionnels, avec la société, pour que tous ensemble, on aille vers, effectivement, non pas la suppression de la chasse, comme vous avez l'impression de... Ah bah non, c'est vous qui m'enfermez dans quelque chose de binaire comme ça. Non, je suis pas du tout... je ne pense pas qu'on puisse avoir une réflexion pour ou contre. Bien non, vous avez simplement dit que 90% des animaux étaient massacrés, et je crois que c'est une vision un peu caricaturale. Et vous, est-ce que vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec le monde rural, la République en marche, parce qu'on dit qu'Emmanuel Macron est le président des villes, des métropoles, etc. Est-ce que c'était pas une façon aussi de récupérer un certain électorat, pourquoi pas le dire ? Quand on parle de très haut débit, quand on parle de maisons de santé en milieu rural, quand on parle de mobilité, quand on parle de services publics, c'est bien les territoires ruraux, le monde rural qui est ciblé. Parce qu'il y a aujourd'hui un déséquilibre entre le monde des villes et le monde des campagnes. Et quand je parle de la chasse, oui, je maintiens, c'est une activité traditionnelle française qu'il faut prendre en compte. Et moi j'entends ce qui a été dit par le président Sécula. Il y a des progrès très forts sur la biodiversité. C'est lui qui a utilisé le mot
mot en premier. Il y a des soucis environnementaux importants et donc moi je crois qu'il faut emmener tout le monde vers le progrès et pas ostraciser et désigner les uns et les autres dans des déguisements. Vous avez été rapporteur de la mission parlementaire sur les produits phytopharmaceutiques, Didier Martin, et justement on va donner la parole à Fabrice Genin parce que c'est notre agriculteur, il est céréalier pas très loin d'ici et il écoute ce débat autour de la chasse depuis un moment. Fabrice Genin, est-ce que ça vous parle ce débat entre chasseurs, écologistes? Est-ce que vous qui êtes au contact de la nature tous les jours, alors on verra comment dans un instant, c'est un débat qui vous parle ou est-ce que vous dites c'est à côté de moi mais c'est pas la même chose que moi? Alors tout d'abord déjà, merci de préciser que nous on est au contact de la nature tous les jours. Moi je suis assez stupéfait des fois par ces discours de l'écologie sur une tribune. Moi je suis agriculteur, tous les jours on est en contact avec la nature et on va dire tous les jours on est obligé de faire des compromis avec. C'est-à-dire que quand on fait un métier comme le mien, on sait pertinemment qu'on a un impact sur l'environnement. Et on essaye d'avoir un impact le moins négatif possible. Moi je pense que l'écologie, l'économie, puisque c'est le matin des lapsus, c'est fait de compromis. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais choisir de faire un acte qui est blanc ou noir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut faire des choix. Et ce compromis-là, l'agriculture l'a toujours fait. On a toujours répondu, l'agriculture depuis 60 ans a répondu à la demande de la société. Ce n'est pas nous qui avons choisi après la guerre de dire il faut produire. On sortait d'une période où tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Alors, on pourra dire que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais sauf qu'on a quand même su répondre à un enjeu majeur après la guerre de dire il faut produire. Vous êtes un jeune agriculteur, est-ce que c'est fini cette période-là? Bien sûr que c'est fini, ça fait au moins 15 ans que l'agriculture a pris conscience qu'il fallait qu'on ait un impact positif sur l'environnement. On travaille, la FNSEA aujourd'hui a proposé un contrat de solution et est convaincu que l'écologie, on ne la fera pas tout seul. Ce sera avec l'ensemble des acteurs du terrain, avec les scientifiques. On oublie aujourd'hui assez souvent en France, quand on parle d'écologie, on laisse parler des gens qui défendent des idéaux. Il faudrait qu'on laisse parler un tout petit peu plus des scientifiques qui pourraient nous amener des solutions et essayer d'avancer. Est-ce que comme les chasseurs, vous n'êtes pas victime d'une certaine image qui peut-être date un peu, vous le disiez, mais qui est là, cette agriculture productiviste? Moi, je suis pas sûr. Il y a cette image qui peut être amenée par certains vecteurs de parole. Mais le grand public autour de moi, les gens qui sont proches de mon exploitation, quand on a un problème, on est capable d'en parler ensemble, d'expliquer notre métier et pourquoi on fait les choses. Et les gens, quand on leur explique comment on fait, les efforts qu'on essaye de faire, en leur expliquant qu'on est sur un milieu naturel. Les solutions qu'on imagine aujourd'hui, il va falloir un temps pour qu'il y ait une réponse. Donc on n'est pas dans un milieu fermé, un vase clos. On modifie un facteur et les choses changent tout de suite. Ça prendra du temps et il faut encore une fois, moi je le répète, le mot c'est le compromis. Je pense que s'il y a eu un échec de l'écologie politique, c'est parce qu'on avait des gens qui croyaient qu'on pouvait prendre des grandes décisions sans mettre tout le monde d'accord et que ça allait avancer. L'écologie, si on veut améliorer les choses, on le fera ensemble. Alors on va faire évidemment réagir ceux qui sont autour de nous, mais d'abord Elsa, il y a des gens avec vous qui nous écoutent patiemment depuis un petit moment déjà. Oui, qui vous écoute. Et puis, je peux vous dire qu'ici aussi, on discute. Ici aussi, je viens de voir Pipo. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Fabien, vous êtes venu me voir tout à l'heure parce que vous souhaitiez, vous, réagir à ce que vous avez entendu. Tout à fait, par rapport à ce que disait M. Sécula, qui aime bien parler de chiffres. Et de balles perdues. Alors, pour commencer, la balle perdue, il faut en parler à la jeune fille de 10 ans, la semaine dernière, le jour de l'ouverture de la chasse à côté de Limoges, qui a pris une balle, perdue ou pas. Voilà, il faudrait lui en parler. Ensuite, parlant de chiffres, 1 million, à peine plus d'1 million de chasseurs en France, 65 millions d'habitants. Voilà, la forêt est privatisée, ni plus ni moins, pour une minorité. C'est quelque chose d'hallucinant, à tel point que... Vous faites partie, vous, d'une association, je précise, qui défend l'environnement. Voilà, l'association Combactive en Bourgogne-Franche-Comté. L'année dernière, le maire d'Issurtille, qu'a-t-il fait? Il a tout simplement rédigé un arrêté municipal pour interdire la forêt à tout public qui n'est pas chasseur. Est-ce que ça, c'est normal? C'est quelque chose d'aberrant. Voilà. Votre position sur la cause animale? Votre question est assez vague. On vient d'entendre... Un animal est un être vivant, sentient, donc ça veut dire qu'il ressent les choses. Moi, la grande question, ou la première question que j'ai envie de poser à un chasseur, c'est comment il peut faire pour enlever la vie à un être vivant.
Quand on voit tous les animaux empaillés ici, comment c'est possible d'enlever la vie à un animal comme ça? Et après... Fabien, on va la poser cette question, parce que regardez, on a un chasseur juste à côté de vous. Comment vous faites pour enlever la vie à un animal? C'était sa question. Comment on fait pour enlever la vie à un animal? C'est parce qu'on se comporte en gestionnaire responsable et que la loi, en France, transmet la responsabilité de la gestion du gibier depuis la fin des années 60, depuis exactement l'avènement d'une mesure légale qui s'appelle le plan de chasse et qui rend le chasseur responsable de la partie gibier de la faune sauvage en lui disant vous la gérez, vous la prélevez de façon responsable et si vous ne le faites pas de façon suffisante, eh bien les dégâts qui seront occasionnés notamment au monde agricole, eh bien, vous êtes en charge de les indemniser à travers des fonds qui sont prélevés auprès des chasseurs eux-mêmes et de personnes d'autres. Donc voilà. C'est ce que vous avez l'impression de faire, vous? C'est pas ce qu'on a l'impression de faire, c'est ce qu'on fait au quotidien, puisque c'est chiffré, c'est chiffrable, et que le monde agricole en est conscient et on est en permanence en relation avec eux pour évaluer, estimer exactement et payer donc ces dégâts. Donc voilà. Effectivement, donner la vie ou donner la mort, c'est un acte lourd de conséquences. C'est pas quelque chose, c'est pas un plaisir sadique de notre part, mais c'est aussi une façon de se comporter par rapport au monde animal. Merci à vous, messieurs. On poursuit le débat avec vous, Jean-Christophe. Très intéressant, effectivement. Alors, on est revenu un petit peu sur la chasse, mais on a vu, Fabrice Jolin, qu'il y avait des liens entre les chasseurs et les agriculteurs et que vous partagez avec aussi ceux qui viennent se promener, parce qu'on ne va pas les oublier, ceux qui viennent profiter de la nature, vous partagez un même territoire. Vous avez ce sentiment-là, vous ? Oui, moi j'ai le sentiment qu'on partage un territoire. Alors ça crée entre nous des fois des discussions, parce que vous n'êtes pas toujours d'accord non plus. Effectivement, quand on l'a rappelé, l'agriculture c'est quand même une source d'économie et les agriculteurs vivent de leur métier. La chasse, il ne faut pas non plus se cacher les choses. Pour beaucoup de territoires ruraux, c'est aussi une économie. Donc à partir du moment où des fois deux acteurs ont des enjeux qui sont différents, effectivement ça peut créer des tensions. Nous on est en discussion avec la Fédération des chasseurs. Les discussions des fois sont âpres, on défend nos intérêts, ils défendent leur position. Mais bien au-delà de ça, on est convaincu que forcément on a des enjeux ensemble parce que, encore une fois, on essaye de résoudre des problèmes en excluant les gens qui sont sur les territoires. Et l'agriculture, moi je ne vais pas parler spécialement de la chasse parce que je ne suis pas spécialiste, mais l'agriculture, on a compris que la société attend autre chose de nous. Aujourd'hui, ça fait, je pense, au moins une quinzaine d'années qu'on fait de gros efforts pour changer nos pratiques. D'où le débat de ces derniers jours, de ces derniers mois, sur la question de l'utilisation des pesticides et particulièrement du fameux glyphosate dont on a beaucoup parlé. Je vais vous redonner la parole, Fabrice Jolin. J'aimerais qu'on aille sur ce terrain-là avec Olivier Muller d'Europe Écologie Les Verts. C'est un débat qui, évidemment, transcende les partis. On l'a bien vu, on le verra aussi avec Didier Martin, mais qui a aussi posé beaucoup de problèmes à l'intérieur du gouvernement entre le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement. Oui, tout à fait. C'est surtout que le ministre de l'Environnement a été complètement isolé dans un gouvernement qui n'avait aucun intérêt, qui n'a toujours aucun intérêt pour l'écologie. Alors le gouvernement, je vais laisser parler Didier Martin, mais le gouvernement est pour l'interdiction du glyphosate. La question, c'est quand, quoi. Mais, par contre, vous avez parlé éventuellement de vos discussions âpres avec les agriculteurs, mais avec les chasseurs. Avec les chasseurs, pardon. C'est précisément le problème qu'on a aujourd'hui dans nos campagnes, je pense. On a un problème de partage de l'espace entre des agriculteurs qui par leur pratique, mettent en danger la biodiversité. On a des chasseurs qui aimeraient continuer à chasser et qui essaient de protéger la biodiversité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Sécula. Mais par exemple, il y a un terrain d'entente en ce moment, tous les 3 ou tous les 5 d'ailleurs, vous vous questionnez comme nous sur les questions de sécheresse. Je sais que ça pose des problèmes aux chasseurs, je sais que ça pose des problèmes aux agriculteurs, je sais que ça questionne beaucoup les écologistes. Alors, aujourd'hui, là, tout de suite, là, on aimerait qu'il ne pleuve pas là. Tout de suite après l'émission, ce serait bien. Oui, ce serait bien. Mais maintenant, non. Eux, ils aimeraient bien un peu de pluie. Oui, ils aimeraient bien de la pluie. Même tout de suite. Je leur demanderais d'attendre encore quelques minutes. Quelques minutes pour pas qu'on soit trempé. Voilà. Alors, vous voyez, une petite intervention de ma part encore sous forme de boutade.
stade, un chasseur, ça ne craint pas l'humidité. Par tous les temps, hiver, on peut aller les pieds dans la neige, sous la pluie, on sera au pied d'un arbre, vivre notre passion, ça ne nous gêne pas. Tandis que le vrai écologiste, lui, reste devant sa télévision, chauffé éventuellement par un chauffage central ou électrique énergie nucléaire, ça lui pose pas de problème. Donc il peut pleuvoir tout de suite, ça ne me pose aucun problème. Je peux répondre, le vrai écologiste, il a, parce que si on est dans les caricatures, le vrai écologiste, il a, vous savez, il a son manteau jaune, hein, son kawaii, vous inquiétez pas, son ciré jaune, merci, et vous inquiétez pas, il est aussi sur le terrain. Alors, Boris Obama, une réaction, et moi, puis je voulais rebondir sur les propos de M. Genin, c'est ça, Genin, oui. Qui a dit que les citoyens avaient compris qu'ils voulaient une nouvelle agriculture, et moi je suis vraiment d'accord avec ça. On voit très bien que l'agriculture actuelle fait des ravages, notamment sur l'environnement. Le productivisme, comme vous l'avez dit, vous avez posé la question tout à l'heure, fait des ravages, et qu'effectivement il faut vraiment passer aujourd'hui à une agriculture paysanne, bio, etc. Encore une fois, pas grand-chose n'est fait en ce sens par la majorité En Marche. Concernant la question des glyphosates, la majorité se tarit de dire oui, mais grâce à nous, c'est sur la table, ça va être pour 3 ans. Ils avaient la possibilité de l'interdire dès maintenant et de peut-être investir, trouver des solutions alternatives. Mais peut-être parce qu'on va vous répondre, je vous coupe Boris Obama, et j'aimerais entendre Fabrice Genin. Si on interdisait demain, on fait comment, Fabrice Genin? Est-ce que on pourrait avoir une interdiction dans la loi demain avec votre travail de céréalier, par exemple? Il faut prendre un peu de hauteur. Quand on parle du glyphosate, il faut quand même reprendre un peu le contexte mondial. L'agriculture française, effectivement, utilise du glyphosate. Il faut savoir que notre utilisation du glyphosate est modérée par rapport à tous les autres pays, les grands pays exportateurs. C'est faux. Non, mais ils sont pas tous d'accord. Respectez. Laissez-moi parler. Je pourrais comprendre que vous réagissiez, que vous ne soyez pas d'accord. Aujourd'hui, en France, on utilise le glyphosate uniquement entre 2 cultures. On ne le met jamais sur une culture avant de le récolter. Ma question, c'est est-ce que vous pourriez vous en passer? Aujourd'hui, on n'est pas capable de s'en passer. Et notamment, vous savez, en agriculture, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas une forme d'agriculture. Il y a plusieurs formes d'agriculture. Il y a l'agriculture biologique, il y a l'agriculture conventionnelle, il y a de la production de masse, mais il y a aussi de la production, on va dire, très localisée. Et aujourd'hui, l'agriculture, on va dire, qui pourrait être la plus moderne, si je prends l'exemple de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus du tout les sols. Le but, c'est d'essayer d'avoir une interaction sur le relâchement du carbone. Cette agriculture-là, qui est à la pointe, on va dire, de l'environnement, a besoin du glyphosate. Parce qu'aujourd'hui, ne plus travailler les sols... C'est peut-être un peu contradictoire. Eh ben, c'est vraiment plus que contradictoire. Donc moi, encore une fois, se passer du glyphosate, on est agriculteur, tous les jours on relève des défis. Si demain la société nous dit... Passez-vous du glyphosate, on s'en passera. La condition qu'on demande, c'est que les produits qui sont importés en France, qui viennent d'agriculture du Canada, qui viennent du Brésil, respectent les mêmes emplois du glyphosate. Bien sûr. Donc après, on sera prêt à faire tous les efforts qu'il faut. Mais sachez que faut rentrer dans le contexte. Oui. Le milieu naturel, on n'a pas une réaction immédiate. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que vous pouvez trouver des solutions? Et à quelle échéance? On ne peut pas. On va aller voir Elsa Bezin parce que ça réagit aussi de votre côté, Elsa, et il y a des gens qui font des choix différents parfois. Oui, forcément, vous l'imaginez, la question du glyphosate ici fait réagir. Est-ce que vous pensez, vous, que glyphosate de façon modérée, c'est possible? Bonjour, donc moi c'est Jean-Marc, je suis membre de l'association qui s'appelle Nature et Progrès. Et donc Nature et Progrès, c'est une association qui a 53 ans, donc c'est les pionniers historiques de la bio. Et donc Nature et Progrès était à la base de la création mondiale des cahiers des charges de la bio, qui ont été reprises après par le bio français. Et donc le gros problème qu'on a en France, c'est la formation des agriculteurs. Donc la bio, ça existe depuis 50-60 ans. Et il y a encore des gens qui n'ont pas appris à cultiver la terre sainement, je dirais. Donc c'est eux les premières victimes qui s'empoisonnent, les fabricants de produits s'empoisonnent. Et on a vraiment besoin de changer tout ça. Donc il y a l'appel des coquelicots qui est... Est-ce qu'on peut se passer de glyphosate au quotidien? Mais bien sûr, il y a plein, y compris en Côte d'Or, il y a des agriculteurs bio ou des pas certifiés qui se passent de tous les produits chimiques. Et l'appel des coquelicots, donc c'est dire, il ne suffit pas d'interdire un produit pour le remplacer par 10 encore plus toxiques. Il faut vraiment sortir de l'ère des pesticides. Est-ce que c'est compatible avec le rendement? Bien sûr, c'est compatible avec le rendement, avec aussi l'équilibre économique. Donc on dépense moins de frais de produits. Alors phytosanitaire, je ne supporte pas le mot, je suis vraiment allergique. Au Portugal, on appelle les choses par leur nom, on appelle ça un agrotoxique. C'est des produits qui tuent les gens. Donc on demande aussi l'arrêt de l'épandage à côté, dans un premier temps à côté des écoles, des maisons, etc.
Et puis on a un autre problème aussi, c'est la réglementation française avec les OGM. Les OGM, c'est des plantes qui sont faites pour encaisser les pesticides. Et donc on a eu une victoire juridique tout récemment auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc on demande le gouvernement, et donc j'interpelle M. Didier Martin pour qu'il fasse pression là-dessus, pour que le gouvernement interdise les semis des colzas variétés rendues tolérantes aux OGM. Parce qu'actuellement on a sur le marché de l'huile de colza, de l'huile de tournesol qui est OGM en France. Plus les importations pour nourrir le bétail dans tous les ports français. Voilà une question pour Didier Martin. Alors justement, on va faire répondre Didier Martin et Fabrice Genin parce qu'il a aussi des choses à dire sur l'agriculture biologique et puis tous ceux qui sont autour de nous. Didier Martin, alors sur cette question du colza et des OGM peut-être d'abord et puis on revient très vite sur la question du glyphosate. La question des OGM, elle n'est pas nouvelle. Elle se pose pareil pour le soja par exemple, avec des importations massives de pays hors de notre continent. Et si on ne met pas en place un plan protéines animales rapidement, si on n'aide pas nos agriculteurs à être concurrentiels sur ce secteur-là, eh on est condamné pour élever nos animaux à importer massivement des sojas qui sont effectivement Roundup résistants. Oui. Et ça, c'est pas tolérable. Il faut bien savoir que la conversion agroécologique, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Moi, j'entends quand même la prise de conscience, elle est à peu près généralisée. Oui, mais le monsieur, il dit l'agriculture bio, ça existe depuis 50, 60 ans. Oui, et il y en a qui font de la résistance. Non, mais il y a 6,5% de la surface agricole utile qui est consacrée au bio. Nous, le gouvernement actuel, on s'est fixé l'objectif de plus que doubler cette surface agricole dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Alors je pourrais répondre par ailleurs sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la sortie de la décision sur Notre-Dame-des-Landes, sur la fin des centrales à charbon, sur la fermeture programmée de Fessenheim. Oui. Donc je ne vais pas me laisser moi piéger par le déguisement qu'on veut me faire porter. Alors Fabrice Genin d'un mot parce qu'il a été directement non pas mis en cause, mais enfin vous étiez concerné en tous les cas au premier chef. Avoir au moins un droit de réponse. Il faut rappeler un préalable. Il n'y a pas de culture d'OGM en France. Il n'y a pas de culture d'OGM en France. Donc ça, c'est le préalable. Par contre, en importation Ah bah oui, et là, nous, c'est bien notre problème. C'est qu'on nous met en concurrence avec des zones de production qui n'utilisent pas du tout les mêmes produits que nous et qui ont, du coup, pas les mêmes coûts de production. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de culture d'OGM en France. Le deuxième point, il n'y a pas d'opposition entre l'agriculture conventionnelle et le bio. Aujourd'hui, on le sent bien, il y a des consommateurs qui ont une demande en produits biologiques. Aujourd'hui, l'agriculture française n'arrive pas à produire toute cette demande. Donc on a des cahiers des charges qui sont faits, on va dire, ailleurs dans le monde, qui n'ont pas du tout les mêmes cahiers des charges que nos cahiers des charges bio, et on importe. On voudrait du vrai bio importé. Voilà, moi je pense que avec les mêmes critères, quoi. Il faut raisonner offre et demande. Le bio, s'il y a une demande de bio, les filières vont se mettre en place et il faut surtout produire en fonction de la demande des consommateurs. Il n'y a pas une demande des consommateurs 100% bio aujourd'hui. Il faut bien être conscient de ça. Boris Obama et puis Olivier Muller. Très important, ce que je viens d'entendre, c'est que d'un côté, Monsieur Martin nous dit qu'il faut aider le bio, le diversifier, alors qu'on les agriculteurs, les dernières statistiques nous disent que les fonds pour les gens qui veulent s'organiser dans ce type de production, il n'y a pas de fonds qui sont mis en place, donc ils ne peuvent pas le faire. Et le second point, c'est qu'on nous dit qu'il faut... Si, bon, si vous voulez, mais c'est un fait. Et le second point qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit on cultive pas d'OGM, etc. On importe des choses, on vote des traités comme le CETA, etc., qui sont catastrophiques pour l'environnement, pour la qualité des aliments importés, etc., etc. Vous défendez Ils sont bons pour l'exportation des produits français. D'accord, mais pour l'importation des produits français, ils ne sont peut-être pas bons, et on entendra peut-être monsieur parler à ce niveau-là. Donc et en même temps qu'on entend sans cesse d'En Marche, c'est compliqué. C'est quand même et on le voit bien avec la démission de Nicolas Hulot. Un mot, exactement. Olivier Muller, aussi sur les conditions d'élevage, parce que c'est un aspect de l'agriculture qu'on n'a pas encore abordé. C'est bon pour l'exportation des produits français, mais si c'est pour pourrir nos sols, pour pouvoir mieux exporter, je ne vois pas non plus quel est l'intérêt. Parce que l'intérêt, c'est quand même de bien manger. Hein. On est en train de perdre de vue l'essentiel du sujet. C'était le but de la loi qu'on vient d'adopter. Oui, c'est un petit peu raté, notamment la loi agriculture et alimentation. Au niveau du glyphosate, c'est un petit peu raté, parce qu'effectivement sûre, saine et durable. C'était le but de la loi qui vient d'être adoptée. Donc on a toujours le glyphosate quand même autorisé. Vous faites une erreur. Le glyphosate, il se pose pas. Le glyphosate utilisé en France, il se pose pas sur la qualité de la nourriture. On ne retrouve pas de traces de glyphosate sur les aliments produits. On ne trouve pas de traces de pesticides. Écoutez, attendez, laissez-moi pas finir. de bêtises quand même. On peut trouver du glyphosate et on peut imaginer que le glyphosate nuise à la qualité des sols,
à la qualité de l'eau. Ça, on peut le dire. Mais les pesticides, mais c'est quoi la différence entre l'agriculture bio et l'agriculture que vous pratiquez s'il n'y a pas de différence sur les aliments qu'on mange? Sur les aliments qu'on mange, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Les aliments produits en France font partie des plus sûrs au monde. C'est-à-dire qu'on retrouve... Donc on arrête les efforts, quoi. Je ne vous dis pas qu'on arrête, mais je vous dis qu'il faut pas... Il vous dit pas qu'on arrête, il dit qu'il y a déjà eu des efforts, c'est ça que je veux dire. Je ne remets pas en cause le travail des agriculteurs. Bon, on est d'accord si vous le remettez pas en cause. Ils ont un métier très difficile et en plus ils sont en réelle souffrance aujourd'hui. Mais je pense qu'ils sont... En plus c'est les premières victimes des produits qu'ils mettent dans leur champ. Mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont les premières victimes aussi de la façon dont ils produisent la nourriture aujourd'hui. L'agriculture biologique, on a vu, ça marche très très bien. C'est un modèle économique qui est solide. Simplement, il faut renforcer les filières. On ne peut pas effectivement massifier le biologique du jour au lendemain. Vous dites que vous faites des efforts pour les pesticides. On a une augmentation alors que vous avez pris conscience, vous avez mis du temps avant de prendre conscience que c'était effectivement un problème de santé publique. Parce que c'est un problème de santé publique, les pesticides. Ne me dites pas qu'on n'en trouve pas dans notre alimentation. Demain, allez faire votre examen de vos cheveux, vous allez voir que vous avez des pesticides partout. Olivier Muller, on a entendu votre... Mais on va pas que le glyphosate. Voilà. On trouverait du cyanure et tout un tas non, mais il y a un tas de produits, on est d'accord. Alors, attendez, on va écouter une agricultrice qui est avec Elsa Bezin et qui souhaite réagir à ce débat. Oui, justement, on va se diriger vers Justine. Elle est agricultrice en Franche-Comté, en Haute-Saône. Justine, quand vous entendez parler là du bio, du glyphosate, vous, c'est une réflexion que vous avez en tant que jeune agricultrice? Oui, alors Justine, je suis secrétaire générale des jeunes agriculteurs Bourgogne-Franche-Comté, agricultrice. Donc oui, moi quand j'entends bio, si on veut du bio, allons-y, mais alors il faut nous payer, il faut plus de bio importé, plus de conventionnel importé. Pas de souci, mais je ne suis pas sûre que tous les ménages soient capables de payer du bio. Et il faut arrêter avec ce glyphosate, quoi. Le glyphosate, Fabrice l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui est maintien des sols, c'est important, quoi. L'érosion aussi, quoi. On parle de plus en plus d'inondations. Si on ne fait plus des techniques culturelles simplifiées où on n'utilise pas le labour et qui permet de maintenir le sol, déjà quand il y aura des inondations, déjà il y aura moins de boue qui ira dans les maisons, parce que ça c'est une catastrophique. Et en plus... Voilà, le glyphosate, on en a besoin, quoi. C'est pas possible pour vous de ne pas l'utiliser au quotidien? C'est possible, mais pas dans toutes les cultures. Moi, chez moi, je peux me le permettre parce que j'ai aussi envie de passer en bio. C'est une volonté, donc faut vraiment, c'est important. On a une volonté de passer en bio, on a une volonté de faire mieux, ça c'est sûr. Chez moi, c'est possible parce que j'ai plus de 80% d'herbe, mais quand on est en céréales, 100% céréales, c'est quand même compliqué, quoi. Vous avez une question aux élus? S'ils veulent qu'on fasse du bio, comment? Voilà, comment on s'y prend? Voilà. Voilà, la question est posée. Didier Martin, vous êtes député. Vous, d'ailleurs, il y a quelques jours, la semaine dernière, vous avez voté pour l'interdiction du glyphosate, alors même que votre groupe n'est pas exactement sur cette position. L'agricultrice qu'on vient d'entendre, elle dit on ne peut pas se passer du glyphosate et en même temps, on voit qu'elle aspire à passer au bio. C'est presque contradictoire dans sa tête. C'est pas simple. Comment on fait pour les aider? Vous savez, moi, je suis allé un peu sur le terrain aussi en Côte d'Or. Une technique qui est l'agriculture de conservation des sols, qui est intéressante, qui aujourd'hui a encore besoin de un peu de glyphosate 0,5 à 1 litre par hectare, ce qui est quand même très peu. Et effectivement, cette conservation des sols, elle permet la fixation du carbone dans les sols, elle respecte la microbiologie des sols. Donc rejeter le glyphosate en bloc dès maintenant, alors qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années sur l'amélioration de leurs pratiques, c'est intéressant. Oui, j'ai voté pour l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi, parce qu'aujourd'hui, l'opinion le demande. Donc il faut envoyer un signal fort. On a quand même vu un été avec la condamnation de Monsanto à cause de Johnson, de Wen, malade, intoxiqué, empoisonné par le glyphosate massivement. On a voté aussi le principe de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes du glyphosate en France. Ça ne s'était jamais fait. Et puis, dernier point, sur la conversion des agriculteurs au bio, dans le cadre du plan Éco-Phyto Plus, on va avoir des primes de conversion intéressantes, importantes pour atteindre cet objectif que nous avons fixé avec les professionnels. Parce que nous, on ne va pas faire l'agroconversion sans les agriculteurs.
Alors, Boris Obama et Olivier Muller, on a parlé depuis le début de cette émission de ces questions d'écologie. Aujourd'hui, on voit bien, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture allaient ensemble sur le terrain. C'était pas vraiment Nicolas Hulot et Stéphane Travers qui auraient pu le faire. Alors, il a fait un déplacement en hélicoptère aussi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller jusque-là, c'est-à-dire voir comment on peut concilier ces différents domaines et essayer de travailler ensemble? Vous savez, la réflexion à avoir, c'est que notamment pour la question environnementale, en fait, on n'a plus le temps. C'est une réelle, je pense, révolution qu'il faut faire aujourd'hui. Oui, Fabrice Janin, il vous dit qu'il ne peut pas le faire en 5 minutes. Non, mais peut-être. Mais ce qu'il faut surtout faire pour Monsieur Janin, c'est lui donner les moyens de pouvoir le faire. Et comme on le voit, des gens nous disent que des alternatives existent. Il y a quelques années, par rapport à l'amiante, notamment, tout le monde savait que c'était dangereux. Personne, enfin, tout le monde le disait, etc. Ça a mis des années avant qu'on l'interdise. Et finalement, aujourd'hui, personne ne remet en cause cette question-là. Et ça sera de même dans le glyphosate. Je suis persuadé que dans 3, 4, 5 ans, on se dira finalement pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Et c'est notre responsabilité. Il faut suivre aussi un petit peu l'actualité. On a aussi entendu que l'agriculture bio, c'était cher pour les ménages, parce qu'on ne peut pas parler que d'un côté de la chaîne. C'est aussi en la démocratisant qu'on la rendra de plus en plus accessible. Nous, on proposait dans les cantines bio pour les enfants. Mais nous l'avons voté. 50% du bio dans les cantines scolaires dans les 5 ans qui viennent. C'est l'objectif que nous avons voté. J'ai envie d'entendre le chasseur, parce que la biodiversité, le respect de l'environnement et tout, vous, ça vous concerne aussi. Est-ce que ce débat sur les pesticides, sur l'agriculture raisonnée, sur l'agriculture biologique, vous vous sentez concerné et partie prenante? Bien sûr, qu'on se sent concerné. D'ailleurs, on s'est exprimé au niveau national. Ça nous a d'ailleurs valu quelques désaccords au niveau national avec Madame Lambert, présidente de la FNSEA, parce qu'on s'est exprimé pour la petite faune, notamment la disparition de tous les insectes. Quand on a une agriculture de production, si je puis dire, forcément, c'est au détriment de tous les insectes et de la disparition donc de la petite faune, la perdrix notamment. Donc ça, c'est un sujet qu'on est amené à travailler ensemble, comme la gestion de population des grands gibiers, parce que je reviens un peu à la chasse, je suis désolé, forcément, mais on a des vrais échanges. Mercredi prochain, nous recevons à Paris la FNSEA et tout le staff justement pour échanger. La semaine dernière, la FNSEA du Doubs, département du Doubs, a signé une convention avec la Fédération des chasseurs du Doubs pour travailler ensemble sur tous ces sujets. Vous voulez pas que les gibiers ingèrent des pesticides? Je vous pose la question plus... forcément, s'ils ingèrent des pesticides, ça ne sera pas bon pour eux et pour nous également. Donc, bien évidemment, tout le monde est d'accord sur ce point. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Je sais que ça passe très vite, même si on a souhaité consacrer 1 heure à ce débat. On va donner la parole à ceux qui sont autour de vous, Elsa, pour des réactions assez courtes et peut-être plusieurs. Oui, effectivement, toujours beaucoup de réactions ici. Je vais me tourner vers un élu qui m'a interpellé, qui m'a dit, moi j'ai envie de dire quelque chose, et notamment sur ce qui vous fait réagir, c'est la cantine et le bio à la cantine. Oui, Patrice Château, je suis adjoint au maire de Dijon, et j'ai notamment en charge le dossier de la part des produits bio dans la restauration municipale. Alors, des chiffres, tout simplement. À la ville de Dijon, en 4 ans, nous avons monté le taux de bio de 11% à 30%, mais en baissant le coût matière. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, ah oui, mais le bio, ça coûte plus cher, etc. Je pense que ce que nous avons réalisé à Dijon, c'est-à-dire réorienter aussi l'alimentation, les repas, les menus, et puis travailler sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est comme ça que nous avons réussi à progresser. Autre sujet, je reviens un peu à la chasse, mais quand je vois en face de moi l'affiche « Un monde sans chasse, c'est la nature qui se meurt », je pense qu'il faudrait réinventer la place de l'humanité dans la biodiversité. Je pense qu'on n'a pas encore complètement compris que l'humanité appartient à la biodiversité. Et que quand j'entends les scientifiques qui nous alertent en disant on est dans la 6e extinction, je pense qu'il faut vraiment bouger, il faut vraiment agir, et que le facteur temps, c'est quelque chose d'essentiel dans tout ce que nous entreprenons, les agriculteurs, les chasseurs, les écologistes. Et l'écologie politique, non, elle n'est pas morte, et la preuve en est, c'est qu'en fait, maintenant, tout le monde en parle, donc on a bien fait notre travail, on a alerté, et j'aimerais bien qu'on respecte ça. Merci. La part du bio, qu'est-ce que vous en pensez? Assez, pas assez? C'est cher, c'est pas cher? Vous, quel est votre avis là-dessus? La part du bio, j'entends ce que dit Patrice Château. Je pense que c'est complètement réalisable d'augmenter le bio dans les cantines. Il suffit de réorienter et de manger autrement. Je pense que pour un ménage classique, normal, manger mieux, c'est possible. C'est pas forcément plus cher. Donc je pense que voilà, c'est une question de choix. Chacun a le choix de ce qu'il veut manger et de ce qu'il souhaite manger. Est-ce qu'il veut manger autant de viande? Est-ce que réduire un peu la part de viande et manger mieux, c'est pas un bon choix? Donc voilà, je pense que chacun a le choix de ce qu'il veut faire et c'est pas anti-économique. Merci beaucoup.
On n'a pas beaucoup encore parlé d'élevage et de conditions animales, Olivier Muller, mais quand on dit manger de la viande, quelle viande, c'est une question qui se pose aussi. Quelle viande, ça a été dit, chacun évidemment est libre de manger ce qu'il veut. Concernant juste le coût du bio, c'est pas plus cher de bien manger, effectivement. Alors ça passe peut-être par manger. Dites ça à la ménagère, ou aux personnes qui font les courses dans le foyer. C'est pas forcément évident. Oui, mais enfin, ça se voit pas au premier abord. Je pense qu'on peut éviter de manger de la merde, excusez-moi, et puis industriel. Ce qu'il faut, c'est peut-être essayer de cuisiner. Je pense qu'il faut préparer les aliments un petit peu plus et ne pas faire confiance à l'industrie agroalimentaire. Avec la FNSEA, vous faites du volume, vous faites peut-être du pas cher, mais on peut, je pense, manger mieux en essayant de cuisiner un peu plus. Bon, ça, c'est mon avis personnel, parce que vous parlez de ménagère. Oui, vous le lancez, il va réagir. Je vais le lancer, non, mais c'est très réducteur de dire à la FNSEA. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, il y a plusieurs agricultures, il y a plusieurs demandes des consommateurs. Il y a des consommateurs qui demandent encore des produits pas chers et je pense qu'ils sont aussi en droit de faire des choix. Il y a d'autres populations qui demandent de la nourriture plus élaborée parce qu'il faut quand même sortir que le bio, ça sera forcément, vous l'avez dit, moins de rendement. Et il faudra un prix plus élevé payé aux producteurs pour qu'ils continuent de vivre. Est-ce qu'on a encore, Didier Martin, le choix d'avoir plusieurs agricultures qui cohabitent ou est-ce que c'est bientôt terminé? Il nous reste 1 minute d'émission. Je vous dis oui, sans problème. L'agriculture périurbaine, les circuits courts, manger local, c'est tout à fait possible. Les légumeries de proximité, c'est possible à mettre en place. Il y a une petite révolution à mettre dans les esprits. Et je salue les politiques qui, effectivement, mettent du bio dans les cantines scolaires. Parce que ça commence par là, l'éducation? Eh bien oui, et puis c'est offrir à des publics, je suis désolé, les plus démunis ne mettent pas leurs enfants à la cantine. Donc il y a problème d'accès à la cantine et on peut offrir à cette occasion que ce soit le petit déjeuner en zone prioritaire qu'on veut mettre en place après le dédoublement des classes en zone prioritaire pour le CP et le CE1, une bonne alimentation, une bonne éducation, c'est fondamental. Alors qui sont les nouveaux écologistes? Est-ce que autour là de la table déjà vous vous sentez tous écolos? On arrive au terme de l'émission. Maurice Obama. Je pense que c'est l'affaire de tous, c'est qu'il n'y a pas on n'est pas là pour distribuer des permis d'écologie ou pas. J'entendais juste le monsieur parler des agriculteurs. Les agriculteurs, c'est quand même une population qui est en souffrance. C'est quand même une population où un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est quand même, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Les agriculteurs ils souffrent et il faut vraiment changer de système. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté de débattre en direct ce matin. Merci à ceux qui sont juste à côté de nous avec Elsa Bezin d'avoir participé à ce premier débat citoyen. Ils n'étaient pas tous habitués à parler ensemble, mais on a ouvert le débat en tous les cas. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale, suivi de la suite de Dimanche en politique, suite nationale avec Francis Letellier qui reçoit le mathématicien et député LREM Cédric Villani. Bon dimanche à tous et merci.